Je suis très heureux de recevoir aujourd'hui un écrivain protéiforme. Qu'est-ce que ça veut dire, ce mot compliqué? Ça veut dire qu'Antoine Choplin, à chaque livre, tente d'écrire quelque chose de complètement différent. Par exemple, son livre précédent, Partie italienne, c'était en 2022, un livre complètement italien. Et là, cette fois-ci, La barque de Masao, cette année, en 2024, il est complètement japonais. C'est un conte japonais, donc vous êtes une sorte de caméléon de la littérature française qui se renouvelle à chaque roman. Pourquoi? Alors c'est marrant, j'aurais pas forcément cette perception, mais j'aime bien entendre qu'il y a des variations d'un texte à l'autre. Moi j'ai plutôt l'impression d'être tenaillé par des sortes de récurrences un peu obsessionnelles depuis bien longtemps. Avec toujours en fait... Alors il y a eu, c'est vrai, la petite parenthèse italienne que vous avez évoquée qui nous a un peu emmenés ailleurs, mais plutôt le désir de traquer, alors même dans des contextes effectivement géographiquement, historiquement, qui peuvent être différents, mais de traquer des formes de complexité, et en particulier liées à nos intimités, liées à nos profondeurs relationnelles, etc., et à nos capacités aussi de nous inscrire en faux d'une façon qui peut être discrète, légère, non héroïque, inscrire en faux par rapport à des flux majoritaires, s'inscrire en résistance, rester debout en dépit d'eux. Oui, c'est vrai. Vos personnages sont toujours libres ou tentent d'échapper au déterminisme. Libres comme le seraient des enfants parfois. J'aime bien leur poser la casquette qu'énonçait Baudelaire d'une façon magnifique quand il disait « le génie, c'est de savoir convoquer l'enfance à volonté ». C'est-à-dire une capacité égale à s'émerveiller et à ne pas rentrer dans les sabots qu'on a préparés pour vous. J'aime bien cette enfance-là, et il me semble que la plupart des personnages répondent à cet archétype, d'une certaine façon. Vous échappez aussi à un choix, un dilemme très français, qui est de choisir entre le roman réaliste à la Balzac et le roman autobiographique, qui est très à la mode. Vous échappez aux deux. Je ne me pose pas la question, en fait, de cette inscription au sein, quelque part, dans cette dichotomie. En revanche, j'ai l'impression quand même d'être très attaché à témoigner du réel dans ses formes les plus discrètes, les moins dissibles, en fait. Et paradoxalement, pour un écrivain qui utilise des mots, essayer d'en poser quelques-uns sur ce qui ne s'énonce pas. Donc je ne sais pas dans quel camp ça me range, mais en tout cas, l'approche est quand même celle d'une sorte de tentative de tension asymptotique, c'est-à-dire qui ne va jamais jusqu'à toucher à son but, mais tension quand même vers une forme de réalité. Oui, d'ailleurs, vous inscrivez La barque de Masao dans un contexte très très précis. C'est le gardien d'un phare sur une île au Japon. Vous allez la prononcer mieux que moi, son adresse. C'est l'île de... Alors, le phare, c'est Ogijima. Ouais. Je ne suis pas sûr de la prononciation. Non, c'est pas mal. Et les deux îles, en revanche, dans lesquelles se passe l'essentiel de ce texte, sont Naoshima et Teshima. Deux îles voisines qui sont dans la mer intérieure du Japon, mer de Seto, et qui sont des endroits, alors je pense qu'on va y revenir, mais tout à fait extraordinaires, des îles musées, des îles d'art, de par la volonté d'un mécène japonais qui a fait complètement basculer le destin de ces îles, qui étaient des îles industrielles. Il y en a une qui était une sorte de déchetterie. Tout à fait. Teshima, c'était vraiment une île poubelle. On la nommait comme ça. Oui, c'était une activité de raffinage de cuivre, d'extraction, qui était tout à fait sauvage et très stigmatisante pour l'environnement. Et donc, il y a eu cette modification de vocation qui s'est faite en 15 ou 20 ans, à la fin du XXe siècle, par la volonté de ce mécène, et évidemment qui a mis à contribution des gens de peu, pour faire le sale boulot, dont Masao a fait partie. Masao, votre héros, qui est ouvrier et qui a participé à nettoyer cette île et la transformer en un endroit presque paradisiaque. Paradisiaque, mais du coup, qui a contribué à l'évincer, lui et ses collègues, de cet endroit qui était pourtant le leur. C'est-à-dire qu'il est désormais destiné à une forme d'élite, un tourisme plutôt de luxe, et à l'accueil de quelques-uns des plus grands artistes, notamment du XXe siècle. Mais alors, je reviens quand même à mon petit dada, cette idée d'écrire sur soi et tout. Alors, vous êtes à l'opposé complet, puisque vous êtes grenoblois, à ma connaissance.
Et là, vous partez au Japon, sur des îles, vous créez des personnages qui sont d'ailleurs qui ont une épaisseur, une vraie existence et une humanité et beaucoup d'émotions dans le livre. Mais aujourd'hui, on pourrait vous ressortir cette sorte de reproche de l'appropriation culturelle. Vous n'êtes pas, à ma connaissance, japonais, mais qui êtes-vous pour écrire un roman japonais ? Vous avez tout à fait raison, et la question de la légitimité se pose, et se pose presque toujours aux romanciers. Enfin, en tout cas, moi j'ai l'impression. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on s'empare de pans d'histoire qu'on n'a pas soi-même traversé, par lesquels on n'a pas soi-même été stigmatisé, ni soi ni sa famille, de géographie qu'on n'a fait que parcourir ou traverser comme ça, je pense que se pose toujours la question de la légitimité. C'est pour ça que j'essaie de contourner... Il n'y aurait pas eu beaucoup de livres n'auraient pas été écrits, hein, si on avait fait comme ça. Peut-être. En tout cas, pour moi, la question reste posée et elle me surplombe, j'ai l'impression, toujours au moment de l'écriture. Et le contournement que je m'attache, livre après livre, à mettre en œuvre, c'est d'essayer de décoller de ce qui serait endémique à cette culture dans laquelle je suis, à cette situation historique dans laquelle j'ai choisi de m'inscrire, pour... tenter d'accéder, alors le mot est un peu trop grand pour moi, je le prononce quand même par facilité, mais à une forme d'universalité. Bien sûr, oui. C'est-à-dire justement, dans ces retrouvailles entre père et fille qui se passent au Japon, je suis moins intéressé par ce qui est japonais dans leur façon de le faire que par ce qui caractérise notre forme d'humanité dans des circonstances comparables. Je précise qu'on a entendu la police de la pensée qui voulait nous arrêter parce que vous étiez en train évidemment de désobéir en disant que vous êtes un romancier libre. Alors, la première phrase du livre, elle me fait penser un peu à Jean Echenoz ou à Jean-Philippe Toussaint. Toussaint qui a d'ailleurs beaucoup écrit sur le Japon. Alors, je lis la première phrase. « Voilà l'ouvrier Masao dans l'ignorance de ce qui va lui tomber dessus. » Et ça, c'est vrai que dans ce côté, ce côté un peu, pas nouveau roman, mais post-moderne, de dire, voilà, il y a un personnage, il ne sait même pas ce qui va lui arriver. Est-ce que vous pensiez un peu à cette école Je pense qu'il m'arrive d'y être sensible. Et alors, je n'ai pas pensé spécialement à ces écrivains que j'aime bien, que j'aime beaucoup. Mais en revanche, j'ai essayé de mettre en place un petit stratagème. Et les lignes qui suivent cette première ligne que vous venez de dénoncer vont dans ce sens-là. C'est-à-dire prendre d'emblée le lecteur, le mettre avec nous, au plus près de nous. Et cette complicité, ce compagnonnage qui est, j'ai l'impression, le mien, de façon très récurrente avec les personnages, et en particulier avec le premier d'entre eux qui est Masao, ici, j'ai envie qu'on soit ensemble autour de lui. Et donc qu'on s'autorise ce petit regard de démiurge, le temps de 10 lignes comme ça, pour se dire, allez, on va être ensemble, on va être au plus près de lui, on va l'accompagner, et puis maintenant, point, à la ligne, racontons cette histoire. Mais on est ensemble. Et vous le faites avec beaucoup de sensibilité, d'élégance, d'ellipse aussi. Parce que, bon, voilà, ce qui va lui tomber dessus, c'est sa fille. Il ne l'a pas vue depuis 14 ans. Alors on se dit, qu'est-ce que c'est que ce mauvais père qui ne prend pas de nouvelles de sa fille depuis 14 ans? C'est un sale type. Et puis, progressivement, on comprend qu'il y a eu un drame dans la famille avec sa femme, avec la mère de sa fille, Harumi. Et puis, voilà, je ne vais pas raconter toute l'histoire, bien sûr, mais c'est par petites touches, de manière vraiment, je trouve, très chic, vous faites, vous dégagez une émotion qui, à la fin, vraiment submerge le lecteur. Et ça, c'est très rare. J'ai l'impression qu'il ne peut pas en être autrement. Enfin, ça ne veut pas dire que j'y ai réussi, mais on ne peut pas être dans une autre posture quand on écrit ce genre d'histoire, et singulièrement quand on s'attache à ce temps des retrouvailles, après 14 ans, comme vous l'avez dit. C'est-à-dire, évidemment, le silence est là. L'humilité est indispensable dans cette façon d'aborder la relation. On ne peut pas dérouler des phrases comme des laits de moquette, là, c'est pas possible. Hein. On est dans quelque chose qui est forcément de l'ordre du balbutiement, du contournement, etc. Donc le geste compte énormément aussi. Hein. Et finalement, ce roman n'est rien d'autre qu'une tentative d'épier la cinétique, si on veut, de ces retrouvailles. Comment elles vont
de cet endroit de l'incapacité vraiment de se dire, même de se dire ses sentiments, on va essayer de progresser vers quelque chose qui peut-être va aller dans le sens de renouer la relation. C'est très étonnant et suspendu, comme je ne sais pas comment vous faites. On a un peu l'impression de voir un dessin animé, vous savez, du studio Ghibli, les films de Miyazaki. C'est une référence pour vous? Parce que moi, j'ai eu vraiment le sentiment d'être dans quelque chose de très, très puissamment original pour la littérature française, en tout cas. Bah, j'ai envie d'abord, venant de vous, de le prendre pour un compliment. Alors après, j'ai pas eu, vraiment, véritablement, j'ai pas eu de repère particulier. Miyazaki, bien sûr, on peut y penser. Sans doute à la littérature japonaise, que je connais pas particulièrement d'ailleurs. Mais non, encore une fois, c'est s'attacher au plus près de ce qui peut se passer entre deux êtres vivants dans ces circonstances-là. Alors après, ces circonstances, elles sont liées à une histoire que vous avez brièvement évoquée. Oui, j'ai pas voulu aller trop loin, parce que le plaisir de ce livre, c'est d'être tout le temps étonné. Mais enfin, bon, on peut dire que voilà, la mère a disparu. Voilà, c'est une histoire qui a une composante quand même, disons, tragique, très sombre. Mais ces retrouvailles se font dans un lieu qui est, lui, tout à fait lumineux et complètement exceptionnel. Et ce lieu de l'art, tel qu'il existe dans ces deux îles, on peut dire que le roman pose la question d'une capacité qu'aurait ce paysage particulier à venir agir comme une sorte de levier entre eux, c'est-à-dire entre un père ouvrier, comme il est dit d'emblée, et une fille devenue architecte. Oui. Donc, c'est-à-dire... Et qui va participer à construire un musée. Absolument. Voilà. Construire un musée pour lequel lui a fait le sale boulot quelques années avant. Donc ça, on ne peut pas dire que ce soit un argument véritablement en faveur de retrouvailles réussies. Et pourtant, quelque chose va peut-être pouvoir se mettre en place autour de l'art. Et quand je parle d'art, ici, je ne parle pas d'un art qui serait le grand art, ou l'art académique, ou institutionnel, ou du sachant. Je parle d'un art qui serait une espèce d'art, encore une fois, universel, appropriable par tout un chacun, qui est l'art que fréquente Masao, de là où il peut le fréquenter, quand, par exemple, dans son phare, il ouvre des livres de poésie, Hölderlin. Incroyable, Hölderlin. Mais pourquoi Hölderlin pour un homme qui n'a aucune éducation? Parce que, d'abord, une femme lui a offert ce livre, en disant « Vous êtes seul dans votre phare, peut-être que vous aurez envie de regarder ça ». Et puis, il regarde les poésies d'Hölderlin, les dernières, celles qu'il a écrites dans sa tour, en étant à moitié fou, en regardant tous les jours par la même petite fenêtre le Neckar qui passait là, en écrivant sa poésie quotidienne, comme peut-être Masao regarde tous les jours par sa même lanterne la mer. Et où il est presque, il attend peut-être le retour de son épouse disparue, il devient un peu fou. Enfin, tout ça, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais il est vrai que Hölderlin terminait ses poésies avec ces deux mots, avec humilité. Absolument. Et ça, on a l'impression que vous avez voulu écrire avec humilité. Encore une fois, j'ai l'impression que c'est pas une stratégie ni une volonté, c'est plus quelque chose qui s'est imposé à moi, véritablement. C'est-à-dire, en fait, dans l'écriture même de la phrase, et encore plus du dialogue, arrive très vite quelque chose qui vient comme une sorte de sirène hurlante, là, me dire attention, qu'est-ce qui peut être véritablement dit, prononcé dans ces circonstances. Et donc, il y a une sorte comme ça de réserve qui s'impose dans le cours de l'écriture. Et bon, alors, c'est pas forcément votre objectif, mais vous parvenez à émouvoir énormément avec quelque chose d'impalpable, donc ça, c'est très compliqué. Est-ce que c'est une fable? Est-ce que vous avez pensé à des auteurs? Moi, j'ai pensé par exemple, à Eric Holder. Je ne sais pas si vous avez déjà lu Eric Holder. Vous m'avez fait penser à lui, ou peut-être à Knut Hamsun. Pan de Knut Hamsun, qui se passe aussi dans la nature, avec des grands sentiments, mais toujours incommunicables, quoi. Mais bon, peut-être que j'essaie de vous coller des références qui vous encombre. Non, elle me flatte plutôt. Mais j'avoue que j'écris sans et j'ai la nécessité, je pense, comme sans doute un certain nombre d'auteurs, d'écrire sans penser à quelque chose qui viendrait environner ou faire racine ou référence par rapport à ce qu'on est en train de faire. Il s'agit juste d'être dans une forme de très très grande simplicité, disponibilité à... Oui, mais il faut avoir confiance en soi. Vous racontez l'histoire d'un type qui construit une barque
Bon, voilà, et c'est ça le suspense du bouquin. C'est est-ce qu'il va construire sa barque? Est-ce qu'on va retrouver sa barque? Est-ce qu'il va monter sur sa barque? Mais je peux vous dire, il faut le lire jusqu'au bout. Il y a un moment, la barque joue un rôle où on sanglote. Et donc, vous devez forcément... Là, vous faites le type humble, mais vous avez forcément confiance dans cette histoire, parce qu'elle est très, très fragile, cette histoire. Mais c'est une confiance qui va pas de soi. Hein. C'est pas quelque chose avec lequel on part hardi petit. Non, c'est quelque chose qui se construit. Quand l'écriture commence, j'ai très peu de choses. J'ai un compagnonnage de plusieurs années, souvent, avec intellectuel, enfin strictement par la pensée. Vous avez une barque dans la tête. J'ai une barque, oui, exactement. Non, une barque, oui. Je sais même pas quand la barque vient se s'immiscer dans cette histoire, mais... et puis après, il y a quelque chose qui se construit au fur et à mesure de l'écriture, comme dans la vraie vie, j'allais dire, revenons au réel. Hein, on se connaît peu, mais si on passe un an ensemble dans une barque, tous les jours dans une barque à écrire plusieurs heures comme ça, on va apprendre doucement à se connaître. Et j'ai l'impression d'être dans une forme un peu comparable avec, dans mon rapport au personnage en tout cas, mais dans mon rapport au paysage qu'il traverse, etc. Alors, dans le livre, il y a un moment où le père et sa fille visitent un musée et se retrouvent devant des nymphéas de Monet, parce qu'on ne sait pas forcément, il y a des nymphéas partout dans le monde, et il y en a au Japon. Ça, c'est curieux, parce que les nymphéas sont aussi le sujet d'un livre de Grégoire Bouillet, qui est sorti dans cette rentrée. Alors, je vous demande de lire les pages 77 et 78. C'est bizarre quand on y pense, dit Masao. Passer tout ce temps à essayer de refaire ce qui existe déjà pour de vrai, tu trouves pas? Masao fait glisser ses doigts sur une feuille de nénuphar. Harumi. Faudrait voir ce qu'en disent les artistes, elle dit. Peut-être qu'ils te parleraient d'un désir d'attraper quelque chose d'insaisissable, quelque chose de l'instant, de l'attraper et de le figer sur la toile, afin de le préserver. Masao, pensif, se remet debout. Ils avancent le long d'un couloir au bout duquel une femme les invite à se déchausser et à remiser leurs souliers dans un casier de bois. Ils dépassent un angle de mur et se retrouvent dans la salle aux nymphéas. Masao s'intéresse un moment au sol finement carrelé sur lequel il progresse avant de lever les yeux vers le reste de la salle. La lumière est douce et sans saillie. Elle baigne l'espace, ses vides et ses recoins, ses parois, avec la même intensité. Masao se déplace 1 ou 2 mètres derrière Harumi, s'immobilise au même endroit qu'elle. Il la suit lorsqu'elle s'approche d'un tableau ou l'autre pour en observer un détail de plus près. Parfois, elle se retourne vers lui et lui adresse un franc sourire. Son visage à lui demeure sans expression. Il reste quelques minutes devant la plus grande des 5 toiles jusqu'au moment où Masao s'en détourne en disant qu'elle lui colle un peu le vertige. « Ça te plaît quand même ?» lui demande Harumi après l'avoir rejoint. « C'est du travail, » dit Masao. « Faut reconnaître que c'est du travail. » Après un instant, il ajoute qu'il préfère observer le vrai jardin de l'entrée. Oui, c'est une question presque pour bac français ou bac philo. Est-ce qu'il vaut mieux regarder un vrai nénuphar ou un nénuphar en peinture? On revient sur ce que je disais tout à l'heure, sur la tension asymptotique du travail de l'artiste vers une tentative d'approcher et de rendre compte, de représenter le réel. Et le père, lui, il préfère la vraie réalité, et sa fille, elle est plus dans l'histoire de l'art. Dans l'histoire de l'art, dans une approche intellectuelle, éduquée aussi. Oui. Lui, il commence d'ailleurs, quand il rentre dans cette salle, par regarder le carrelage du sol. Hein. C'est ce qui intéresse l'artisan. Alors, ce qui est complètement extraordinaire quand même dans ces nymphéas qui sont dans un des musées, puisqu'il y a plusieurs musées sur ces îles. Alors, quand on parle de musée, c'est parfois un musée pour une seule œuvre. C'est pas le musée à l'occidental. Et ce qui est complètement extraordinaire dans ce musée-là, qui s'appelle le musée Chichou, c'est qu'il est enterré. Donc ce travail d'immersion dans le paysage qui est remarquable, mais là, il atteint, si j'ose dire, son point culminant, puisque le musée est enterré et ne se devine que du ciel, avec des formes géométriques simples, etc. Donc on rentre en descendant dans ce musée, et on découvre notamment les nymphéas, qui sont éclairés
avec la lumière naturelle. Ouais. Avec un système de réflexion, etc. Est-ce que vous visitez ce musée et vous regardez ces nymphéas le matin à 10h ou l'après-midi à 17h, ce sont déjà deux choses complètement différentes. Extraordinaires. Est-ce que vous savez où vous allez quand vous écrivez un roman comme ça? Parce que c'est ciselé, comme je l'ai dit, on va de surprise en surprise, puis en même temps, c'est... comment dire, c'est pas un roman d'action, hein. C'est plutôt des moments suspendus. Moi, je pense avoir fait un thriller, moi. Ah oui, voilà, c'est un thriller, mais un thriller un peu atmosphérique. Et donc, vous avez un plan ou vous n'avez pas de plan? Non, j'ai pratiquement pas de plan, en fait. Ouais. J'ai une sorte de, on pourrait dire, de chemin dont les premiers hectomètres, comme ça, seraient un peu tracés. Et puis d'ailleurs, si j'arrive pas à les franchir, je reprends le chemin au départ et je trace ce chemin initial d'une autre façon. Oui. Mais quand je suis embarqué, il est fait ce premier chemin pour que se dessine, comme quand on gravit une montagne, finalement, on gagne la crête et arrive à un horizon neuf. Et j'ai l'impression d'être toujours comme ça, en prise avec un horizon qui doit pouvoir me surprendre. Sinon j'aurais l'impression de faire un devoir universitaire d'une certaine façon. Donc l'écriture, oui, il y a une confiance fragile, une confiance tremblante, mais une confiance dans l'écriture qui fait qu'effectivement on progresse et les choses avancent comme ça. Alors tout de même, il y a le problème de la page 118. Alors là, je suis désolé Antoine, mais il y a le problème de la page 118. Donc Masao parle à un japonais sur l'île de Teshima. Le japonais est prénommé Kyota. Donc, nous sommes bien d'accord. Ryota. Ah oui, ça c'est d'accord. Ryota. Pardon, Ryota. Oui, c'est moi qui ai mal noté. Et donc, nous sommes d'accord que ce sont deux japonais qui se parlent. Hein. Oui. Il lui demande ce qu'il pratique comme sport. Ryota répond la fonte. Masao fait un jeu de mots. La fonte de la neige. Mais ce jeu de mots ne fonctionne qu'en français, Antoine. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Là, vous avez voulu vérifier si le lecteur suivait. C'est un défi pour le futur traducteur en japonais du texte. Il faudra trouver... mais je me suis dit que vous aviez fait exprès pour voir si on suivait ou pas. Parce que, voilà, un jeu de mots en français entre deux japonais. Bon, voilà, c'est pas grave, vous êtes pardonné. Est-ce que, comme André Breton, votre ambition, c'est de fusionner le roman et la poésie? Ah, la belle question. La réponse est plus compliquée. Oui, la réponse est compliquée, mais en tout cas, de plus en plus, j'ai l'impression que les frontières entre l'un et l'autre présentent une forme grandissante de porosité. Enfin, j'ai vraiment cette impression. Et d'ailleurs, j'en parlerai pas du tout ici, mais mon prochain travail va tenter d'aller un peu plus loin sur cette question-là. Dans la poésie en prose Peut-être, au moins sur certaines parties. Mais par le passé aussi, je pense à certains textes comme La Nuit tombée, par exemple, ce sont des textes sur lesquels un poète jouait un rôle, et y compris sa poésie qui venait s'immiscer dans le texte. Ça, c'est un premier élément de réponse, mais le second est peut-être le plus important, c'est que l'écriture de la prose elle-même me paraît de plus en plus convoquer ce que je me représente, moi, comme le travail de la poésie, qui est un travail que je fais relativement régulièrement et d'une façon... Alors, j'ai publié quelques textes, mais plutôt aussi assez secrète, comme une sorte de nécessité, une nécessité qui va dans le sens de tenter de donner chair, encore une fois, à des formes de complexité, à des formes où on n'a pas envie de se coltiner la concordance des temps et la syntaxe, etc. On a envie de se libérer de ça. Alors, ça ne veut pas dire que la poésie nous rend parfaitement libres. Je pense qu'elle a ses propres contraintes aussi, à elle, bien sûr. Mais en tout cas, c'est une forme de liberté qu'on s'ouvre à travers cette poésie. Et quand on est en face d'une situation romanesque, dans le travail du roman, compliqué, un bredouillement, un embarras, la jeunesse d'un sentiment amoureux, que sais-je, enfin, toutes ces choses-là, j'ai l'impression très vite que ce à quoi, le paradigme auquel je me rattache est de l'ordre de la poésie, me semble-t-il. Est-ce que c'est pas un tout petit peu compliqué dans une rentrée littéraire où il y a des romans avec des sujets, il y en a un qui va parler du nazisme, un autre qui va parler de l'écologie et de la fin du monde, et vous arrivez avec votre barque, là, votre petite barque japonaise,
est-ce que c'est pas aussi difficile de défendre ce type de littérature? Et moi, c'est la raison pour laquelle je vous invite d'ailleurs, parce que je pense qu'il faut défendre des gens comme vous. Gros merci pour ça, mais non, je me pose pas la question en fait. C'est pas un problème. Et votre éditeur, il vous dit pas, tu pourrais, s'il te plaît, la prochaine fois écrire un truc sur Emmanuel Macron, je sais pas. Non, mon éditeur et mon éditrice, en particulier Pascal Gauthier, me laissent, et toute la maison me laisse une grande liberté de travail. Non. Mais alors, quand même, Frédéric, vous avez quand même une vision un peu éthérée de mon travail. J'ai quand même, je parlais du thriller, pour être à contre-courant, mais quand même, par exemple, l'histoire de cette mère disparue, c'est quelque chose qui, quand même, pour moi, donne une sorte de trajectoire dramaturgique au récit. Non, bien sûr, oui. Donc on va apprendre quand même ce qui lui est arrivé. Et puis, effectivement, vous avez peur de ne pas vendre votre livre. Vous avez tout à fait raison. J'en parle un peu comme quelque chose d'extrêmement hermétique, mais pas du tout. Non, j'ai dit que c'était extrêmement émouvant. Et c'est ça qu'on cherche dans un livre. Je pense que, comme Robert Boynton, un article de journal informe, un article de magazine divertit, un livre doit émouvoir. En tout cas, ça peut être une de ses vocations. Je pense. On peut aussi penser au savoir, on peut penser à plein de choses. Mais oui, l'émotion peut faire partie de... Mais voilà, encore une fois, pour moi, l'émotion n'est pas une stratégie. C'est-à-dire que je ne suis pas à chaque phrase en train de me dire comment je vais faire pour émouvoir. D'abord, émouvoir qui? Ma mère, mon maître nageur, qui donc, ça n'aurait pas de sens. C'est plus cette question de l'attachement est quasiment charnel avec des personnages qui ne sont pas moi, mais avec lesquels je recherche cette grande proximité, et en faisant la part belle, la plus belle possible, ou la moins moche possible, au silence dans cette histoire, dont Char disait que le silence, c'est l'étui de la vérité. C'est magnifique d'écrire avec cette chose-là. Ça me fait aussi penser à quelque chose qui m'a frappé dans l'enfance. Il y avait un ami de la famille qui était potier. Donc il faisait des pots. Moi je regardais ça, gamin, fasciné, etc. De voir manier son truc. Et puis j'ai intéressé aux matériaux, aux couleurs qu'il mettait et tout. Et il me dit, mais à la fin, j'étais un peu plus grand peut-être, mais tu sais, c'est pas ça, c'est pas le pot qui est intéressant, c'est le vide à l'intérieur. Donc c'est dessiner cette enveloppe pour que le vide prenne toute sa place. Oui. Enfin bon, un roman complètement vide, ce serait 300 pages blanches. C'est le paradoxe avec lequel il faut s'arranger. Dans Partie italienne, j'en ai parlé en 2022. Alors là, on était à Rome avec Gaspard, un artiste et joueur d'échecs, qui tombe amoureux de Maria, une Hongroise. Donc c'était aussi un roman sur le bonheur fugace, sur les rencontres impossibles. Est-ce qu'il y a une obsession chez vous pour ça? Le choc entre deux êtres humains, et on voit ce qui se passe? Mais il me semble que la vie fait obsession pour moi, là, en la matière, non? Enfin, j'ai l'impression. Non, l'obsession, effectivement, ce serait, de ma part, de s'attacher ou de m'attacher particulièrement à ces moments-là. À ces moments de friction, de fugace, un peu insaisissable, etc. Et pourtant qui vont nous marquer. Et qu'est-ce qu'on garde de ça? La question de la mémoire dans Partie italienne, qui est un peu symbolisée par le jeu d'échecs. Et puis cette figure de Giordano Bruno, qui était le premier peut-être mnémotechnicien, un homme au destin incroyable. Enfin bref, la mémoire de ces instants. Brûlé, oui, tout à fait. En 1600, après avoir défendu jusqu'au bout des quelques thèses qu'il n'était pas bon de défendre à l'époque contre l'Église à l'époque. Alors, j'ai un petit jeu dans cette émission. Je vais vous demander, ça s'appelle Devine tes citations. Je vais vous lire des phrases de vous, et vous devez me dire dans lequel de vos livres vous avez écrit ceci. Okay. Ça suppose une connaissance de votre propre œuvre. C'est pour vérifier si vous avez écrit vos livres, en fait. Bien, alors, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Ne trichez pas. Après les derniers faubourgs de Kiev, Goury s'est arrêté sur le bas-côté de la route pour vérifier l'attache de la remorque. Ça, c'est le début de La Nuit tombée. La Nuit tombée, qui vous a valu le prix France Télévisions en 2012. Alors, je disais que vous aviez fait un roman japonais, un roman italien, mais ça, c'était un roman ukrainien. 10 ans avant l'invasion russe, vous vous étiez intéressé à l'Ukraine, toujours dans le même style, behavioriste, une suite de gestes, des personnages font des choses. Cette phrase, d'ailleurs, c'est intéressant, c'est vraiment une phrase,
pour démarrer un roman, c'est une phrase très précise. Oui. Hein. Là, pour le coup, c'est même classique. Ça pourrait être du Alexandre Dumas, ou je sais pas. Sans doute. Et alors, pourquoi vous intéressez un peu minimal, peut-être. Oui, oui. Mais oui, très. Mais la question des objets, la question de tout ce qui fabrique ces instants-là, la phénoménologie, je ne sais pas si je peux employer ce terme, de ce qui se passe. Et ça, j'aime bien ça parce qu'on peut le dire. On peut le dire sans tricher. C'est véritablement ce qu'il est en train de faire. Alors que si je m'attachais, par exemple, à une entreprise aussi incroyable que de décrire son visage au moment où il le fait, ça me paraîtrait pas du tout du ressort de l'écriture. Donc, la vie, c'est une suite de gestes. Il a pris le livre, il l'a posé là, et je suis un personnage de Choplin. Ça y est. Alors, une autre phrase de vous. Depuis le milieu de la matinée, je marchais en boucle autour du palais de la Moneda. Ça, c'est partiellement nuageux. Oui, 2019. Ouais. Alors, cette fois, c'était l'histoire d'un astronome chilien et de son chat nommé le Crabe. Ouais. Pourquoi il y a un chat qui s'appelle le Crabe? Il marchait de travers? Alors, il y a plusieurs raisons, mais la première, c'est peut-être qu'il y a, pour un astrophysicien, il y a la nébuleuse du Crabe qui existe. Voilà. Et donc, on peut imaginer qu'il lui a donné ce petit nom. Alors, un petit mot peut-être sur cette question de marcher autour du palais de la Moneda, parce que je suis marcheur, je fais quelques marches au long cours, et la marche est pour moi quelque chose qui est très important dans la prise en compte et en conscience. Alors, c'est pas de la marche consciente, hein, la prise en conscience des lieux dans lesquels je me trouve. On a évoqué la nuit tombée de Tchernobyl, c'est des choses aussi que j'ai faites dans cette zone interdite. Le palais de la Moneda, quand je l'ai vu en février, belle journée d'été austral, etc., fraîchement repeint, pour moi, ça contrevenait d'une façon trop forte à l'imagerie de 73, du coup d'État, etc., etc. Et donc, marcher autour, je l'ai fait pendant toute une matinée, autour de ce palais, avec l'idée de reprendre la mesure de la complexité, de la cinétique de cet objet bâtiment et de ce qui s'y est passé. Et vous écrivez en marchant beaucoup, comme Jean-Jacques Rousseau. Vous êtes un promeneur solitaire. Oui, j'écris pas du tout en marchant, en fait. Ça vous donne des idées, quand même, quand vous marchez dans la montagne. Ça permet des regards, des épiphanies, comme ça. Walter Benjamin a trouvé pour moi la meilleure formule jusqu'à présent, lui-même qui était marcheur, et qui disait, qui parlait de la possibilité d'illumination profane. Magnifique. Magnifique. Et c'est vraiment ça, c'est-à-dire que par instant, sans que ce soit domesticable. Hein, on ne devient pas, parce qu'on est marcheur, comme on l'entend beaucoup, poète, philosophe, penseur, etc. Non. On se met dans une sorte de gestuelle profondément inhérente à notre espèce, la bipédie, qui nous permet de lâcher prise avec un certain nombre de choses, tout en étant en mouvement. Et j'ai l'impression que c'est la combinaison de tout ça qui fait que le regard s'affûte. Et permet à certains moments de prendre conscience de l'endroit où donc on j'essaie est dans d'imaginer. sa complexité. Donc Antoine Choplin, vous marchez dans la montagne, c'est dans les Alpes, près de chez vous, oui, je sais pas. Et ailleurs, mais oui. Et là, tout d'un coup, vous êtes un ouvrier japonais qui construit une barque. C'est quand même... mais vous ne prenez pas de notes à ce moment-là. Vous gardez l'ouvrier japonais dans votre tête, vous rentrez chez vous et à ce moment-là, vous vous mettez au travail. Non, je ne deviens pas un ouvrier japonais en marchant dans la montagne, mais en revanche, à partir du moment où j'ai suffisamment fait connaissance avec lui, il m'arrive qu'effectivement, quelque chose se bouleverse de ma perception de cet ouvrier, que peut-être son propre regard prenne une autre valeur, et que dans ma façon de l'accompagner, il y ait aussi cette modification qui se produise. Quelque chose peut effectivement venir interagir avec l'écriture, ça c'est sûr. Avec la marche. Et il y a Montaigne qui disait « Mes pensées dorment si je les assieds ». Donc vous voyez là par exemple, à force d'être assis tous les deux, là, on va s'endormir bientôt, il faut absolument que je vous réveille. Alors une autre phrase. C'est de vous, hein. Mais arrêtez d'essayer de tricher. Pour l'instant j'ai fait un sans faute. Mais... Oui, c'est vrai. C'est d'abord ça qu'il voulait rendre par la peinture. Cette sorte de dignité qui tient aussi du vulnérable, du frêle, de la possibilité du chancelant. J'aime beaucoup ça, la possibilité du chancelant. Voilà, ça vous résume bien. Là, on est dans le Héron de Guernica. Bravo, 2011. Vous connaissez vos livres. Eh oui. C'est bien. On parlait de légitimité tout à l'heure, et le Héron de Guernica questionne ça d'une façon un peu mise en narration, puisqu'il interroge les valeurs réciproques ou de deux gestes artistiques, l'un
est fait par... On est à Guernica en 1937, au moment du bombardement. Ouais. Et on a un petit peintre dont on ne connaît pas la valeur, qui est un peintre d'ailleurs surtout naturaliste, qui peint des hérons, comme ça, dans les marais de la Mundassa. Et il subit le bombardement en étant à cet endroit-là. Et donc c'est son regard opiniâtre sur les hérons, sur la nature, qui est bouleversé par cette affaire-là. Et on sait que Picasso, d'ailleurs, il était tout près d'ici. Rue des Grands Augustins. Nous sommes sur le quai, ici, la Pérouse, c'est quai des Grands Augustins. Dans la rue des Grands Augustins, il a peint Guernica. Il a peint Guernica, donc à distance de cette... c'est le contraire du héron. Exactement. Il a profondément, évidemment, blessé, touché, stigmatisé. Il ne s'agit pas de dire autre chose, mais... Que valent ces deux gestes? Et donc, c'est un des fils qui traverse ce livre. C'est même un des fils qui traverse toute votre œuvre, parce que vous avez des peintres presque dans tous vos livres. Je rappelle que peintre ou artiste, il y avait l'évacuation du radeau de la Méduse de Géricault en 1940, dans Radeau en 2005. Et puis là encore, dans la barque de Masao. Et alors, je me disais, est-ce que vous n'avez pas été tenté à un moment de caser Hiroshima et Nagasaki pour expliquer peut-être la disparition de l'épouse de Masao? Ou alors est-ce que la folie des personnages vient de là, indirectement, mais vous ne le dites jamais? Moi, vous savez, je suis un gros relou. Je veux comprendre. Mais oui, mais alors c'est très pertinent en plus, parce qu'en fait, quand je suis allé au Japon, j'avais deux objectifs, et dont particulièrement ces deux îles d'art dont on a parlé, et Hiroshima. Ça fait partie de mes obsessions d'aller traquer, de même que j'ai visité un certain nombre de camps, etc. Comment les gens... j'ai aucune fascination... Vous parliez de la Shoah dans un ciel rempli d'oiseaux. J'ai aucune fascination pour le tragique, mais une fascination qui ne veut pas s'éteindre sur la façon dont des gens simples, j'allais dire comme vous et moi, mais en tout cas comme moi, se tiennent parfois en dignité, en résistance, debout malgré tout dans ces chaos. Et ça, c'est vraiment, avec sans doute, quelque part, qui rôde la question sempiternelle de « et moi, j'aurais fait quoi à leur place ?» Quel aurait été mon courage et ma lâcheté. Donc, oui, comment les gens s'arrangent de ces choses-là. Et la question de l'art, pour moi, a quelque chose à voir, beaucoup. Un art qui serait une sorte d'étincelle profonde, que, pour ma part, j'ai la conviction qu'on a tous en potentialité, avec le fait que la vie l'éveille ou l'éveille pas après, les circonstances, etc. Mais quand on pense à ce qui a été bricolé à Auschwitz, dans des boîtes d'allumettes, par des gens qui étaient aux extrémités de la vie, je sais pas, aux poèmes qui ont pu être gravés sur des revers de portes de cellules la veille d'une exécution. Ce ne sont pas des poètes qui écrivent ça. Donc c'est quelque chose qui vient se poser là comme une sorte de signature singulière, pour moi, qui confine à la question de l'art, vraiment. Dernière phrase, toujours de vous. Je t'aurais aimé jusqu'au bout des terres, comme le plus beau des papillons posé sur la branche de l'arbre qui s'effondre. Oui, là, on revient à la barque de Masao 2024. Oui. Avant de terminer, vous êtes né à Châteauroux, comme Michel Denisot, Gérard Depardieu et Christine Angot. Absolument. Alors, duquel des trois vous sentez-vous le plus proche? Alors, si je fais une petite galipette pour répondre, mon grand-père était instituteur et a eu dans sa classe le dénommé Depardieu. Ah oui, oula. Voilà. Est-ce que c'était un élève facile? Toute mon enfance, j'ai entendu mon grand-père, alors une partie de l'enfance, dire que c'était un mauvais sujet. C'était ça l'expression. Et puis, quand il a commencé à le voir à la télévision, etc., voilà, si j'avais imaginé. Voilà. Donc, peut-être parce qu'il était pas bon à l'école, il a dû développer une autre forme d'expression. Eh bien oui, peut-être, c'est ça. Et je pense que mon grand-père ne devait pas être quelqu'un de très commode en tant que directeur d'école non plus. Non, mais Depardieu, il a souvent parlé de ça. Son école buissonnière, bien sûr, dans le meilleur des cas. Et donc, y a-t-il une école de Châteauroux en tout cas, ce que vous faites est très différent d'Angot. C'est vrai. Oui, bien sûr,
Bah nous, voilà, on est sans doute trop différents pour distinguer des fils. Alors est-ce qu'après le Berry profond génère quelque chose, oui, j'en sais rien. Je ne sais pas. J'y ai pratiquement pas vécu et je n'ai que des souvenirs de Noël familiaux où on partait digérer le repas de midi vers 17h à la nuit noire et que ma main effleurait les crépis un peu usées des façades tristes de Châteauroux. Ouais. Voilà. En tout cas, peut-être que les façades tristes de Châteauroux vous ont conduit jusqu'à cette prose poétique. Et il y a un moment très beau, on va finir là-dessus, c'est quand l'épouse, qui s'appelle Kazoué, et Masao se rencontrent et qu'ils font l'amour pour la première fois. Ils ne disent rien d'autre que leur prénom. Elle dit Masao et lui dit Kazoué. Et c'est tout ce qu'ils se disent. C'est le seul dialogue. Ça, je trouve, voilà, c'est un exemple de comment vous faites. Et puis en même temps, ça vous évite d'écrire des dialogues. Parce que c'est compliqué les dialogues en faisant l'amour, je veux dire. Mais c'est surtout que ça leur appartient d'une certaine façon. Hein. On a envie de un peu refermer la porte sur eux. C'est leur histoire. Oui, hein, oui. C'est leur histoire. Merci infiniment, Antoine Choplin. Merci, d'être venu. Merci beaucoup.